Bonjour à tous. Alors je vous propose de Bonjour, bonjour. commencer tout doucement. Aujourd'hui, on va vous parler de la chronique de l'industrialisation d'un déploiement Kubernetes avec OKS. Alors moi je suis Nassim Hamidi, je suis Cloud Cell Architect et je suis accompagné de... Khalid Koutan, je suis Cloud Solution Architect dans la même équipe de Nassim. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on a pu faire pour déployer de manière industrielle et industrialiser complètement des déploiements Cloud IA. Et là-dessus, on va se dire, ok, d'accord, déployer une plateforme IA une fois, c'est faisable, aucun souci là-dessus. Par contre, la rendre reproductible, sécurisée, exploitable à grande échelle, c'est un peu ça le vrai défi qu'on a dû faire face. Donc ça, aujourd'hui, c'est un retour client qu'on vous fait. Donc c'est une plateforme qu'on a déployée pour un de nos clients en premier lieu, qui nous a permis d'apprendre de nos erreurs, de ce qu'on a pu faire de mal pour comment et surtout industrialiser un déploiement de plateforme IA. Et surtout, c'est comment rendre ce modèle de livraison industrielle. Oui. Alors, le besoin initial, c'était de livrer une plateforme de Mistral AI Studio prête à l'emploi. Une Mistral plateforme AI Studio, c'est pas uniquement un chat, comme on peut le voir pour le chat de Mistral par exemple. C'est une plateforme qui expose des API et qui permettent de faire des agents, de créer des MCP via cette plateforme. Donc on devait déployer des modèles Mistral, il faut qu'ils soient disponibles et utilisables. Le fait de rendre l'API accessible aux utilisateurs. Pour la plateforme Mistral qu'on devait utiliser, on avait besoin de GPU H200, donc c'est une catégorie de GPU côté Nvidia. Il faut qu'il soit disponible et exploitable. Le tout, alors le premier client qu'on a eu, c'était un acteur public. Et les acteurs publics aiment en général avoir des environnements sécurisés. Alors, en général, tous les acteurs aiment ce genre d'environnement sécurisé. Mais pour un client du secteur public, c'est encore plus important parce que ça y va de l'image de l'État. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image de l'État. Et il fallait que cette plateforme soit complètement exploitable. Ce qu'on se dit, c'est qu'une plateforme IA, c'est pas uniquement un modèle sur un GPU. Le modèle sur le GPU, c'est vraiment le début de votre plateforme d'IA, c'est vraiment un commencement, on va dire un POC. Et nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment faire en sorte de passer à l'échelle complètement, de passer d'un POC à une plateforme complètement industrielle. Et en plus de ça, rendre ce déploiement industrialisable à foison. Sur papier, une plateforme, ça ressemble un peu à ça. Donc c'est un cluster Kubernetes. En général, c'est des clusters Kube qui sont utilisés. On utilise des GPU. Pour le déploiement, on utilise un Helm chart. Et après, on expose le reste de notre plateforme Mistral AI via une API. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. Je vais laisser Khalid parler sur la partie-là. Merci Nassim. Je ne sais pas pourquoi déjà c'est moi qui devrais commencer par les problèmes. Bon, comme il l'a expliqué Nassim, en fait, sur le papier, une plateforme IA, ça se résume sur un cluster Kubernetes avec les H200. Mais nous, quand nous avons commencé ce projet-là, nous avons trouvé que la réalité est différente. Parce qu'en fait, une plateforme IA, c'est pas qu'un cluster Kubernetes. Le cluster Kubernetes est que le début. Pardon. Et en fait, il y a plusieurs sujets derrière qu'il faut gérer avant de penser à une plateforme IA. Pardon. Donc, comme je dis, en fait, le cluster Kubernetes est que le début. Et en fait, une plateforme IA, c'est pour dire qu'une plateforme IA, pour penser à une plateforme IA complète, il faut parler de la sécurité, les GPH 200, les accès, les monitoring, tous ces sujets qui sont mentionnés dans ce slide. Et en fait, ces sujets-là, ils peuvent devenir facilement un point de blocage si on ne le traite pas bien. Du coup, une plateforme IA, c'est l'ensemble de tous ces sujets. Et pour avoir une plateforme opérationnelle, il faut qu'on traite tous ces sujets-là. Merci. Alors, quand nous avons pensé pour déployer la plateforme Mistral AI Studio sur notre infrastructure, le besoin, elle était claire, genre
il faut déployer une plateforme Mistral plus les GPH 200. L'idéal pour nous, c'était de déployer cette dernière sur notre Kubernetes Manager, Outscale Kubernetes as Service, qu'on va détailler en plus dans les prochains slides. Mais nous avons une contrainte, c'était que les GPH 200 n'étaient pas disponibles sur le OKS. Donc nous avions deux options. Soit on attend OKS pour qu'il supporte les H200, soit on trouve une solution de contournement pour répondre aux besoins du client. Du coup, la question n'était pas d'attendre, la question était plutôt de livrer et de répondre aux besoins du client le plus tôt possible. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à une solution qu'on va découvrir dans le prochain slide. Du coup, la solution, c'est une réponse technique, j'insiste volontairement sur le mot réponse technique. La solution qui était retenue, c'est de déployer un cluster Kubernetes RKE2 basé sur du Talos, maîtrisé par nous-mêmes. Et dès qu'on a ce cluster-là, après on va déployer les drivers H200 sur ce dernier et les exploiter. Et après, on va commencer à déployer la plateforme Mistral AI et faire les premiers tests d'inférence et exposer les API. Et dès qu'on a une plateforme opérationnelle, on peut valider les premiers usages et faire du handover. Du coup, avec cette solution de contournement, on a déployé une première plateforme opérationnelle validée en bout en bout. Du coup, voilà, on passe au next slide. Alors merci Khalid pour la problématique. Et ce qu'on a pu voir, c'est déployer un cluster via RKE2 ou Talos. C'est pas si simple. On s'est posé la question de comment faire pour déployer tout ça. On a du coup fait notre propre schéma. On s'est dit on va avoir besoin d'un plan de contrôle. Pour que ce soit disponible sur plusieurs zones de disponibilité, on a besoin de le répliquer 3 fois. Donc on a dû déployer 3 VM qui vont servir de plan de contrôle. Là-dessus, on a dû installer complètement notre cluster RKE2. Donc sur chacune des VM de notre plan de contrôle, on a dû installer ces VM-là. À la suite, on a dû choisir qu'est-ce qu'on allait prendre comme CNI, prendre la partie core DNS, qu'est-ce qu'on allait choisir comme ingress potentiellement, et la partie certificat, ne pas oublier. Tout cela, ça a été des choses qui ont été manuelles. Ça veut dire qu'on a dû prendre et installer chaque composant de manière unitaire. Et on s'est dit, si on doit faire le maintien en condition opérationnelle de ce genre de plateforme, ça risque d'être extrêmement compliqué. Gérer un cluster Kubernetes, ce n'est pas si trivial que ça. Ça demande de réelles compétences et ça demande surtout un travail pratiquement à temps plein au final. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que sur la partie worker node, on a dû créer nos propres worker nodes, vérifier qu'ils étaient bien disponibles sur les zones de disponibilité dont on avait envie de déployer. On a dû voir aussi qu'il fallait installer notre cluster RKE2 là-dessus pour qu'on puisse pour qu'il puisse se joindre à notre plan de contrôle. Vérifier que les runtime NVIDIA sont bien installés dessus, vérifier que la partie supervision, les agents de supervision sur ces nodes-là soient bien installés. Et chaque node que vous installez en plus sur cette plateforme, donc typiquement vous avez un besoin qui change, une API où il faut renforcer quelque chose, vous voulez déployer un modèle en plus, et vous devez vous retaper toute l'installation d'un nouveau nœud de travail. Ça ne tient pas la charge. Ça tient exemple du POC, on va dire. Mais si vous voulez faire de manière industrielle ce genre de déploiement, ce n'est pas possible en fait. En plus de ça, on avait encore aussi d'autres problématiques qui sont inhérentes au projet. Le fait d'avoir du stockage objet qui permet de stocker tout ce qui va être log, pour vérifier typiquement après coup ou pendant l'utilisation de la plateforme que tout va bien, envoyer potentiellement ces logs à un SIEM, faire après la gestion de secrets et de configuration, parce que toutes ces configurations-là, on a dû potentiellement les déployer dans un Git. Pour faire attention à ça, il faut faire attention de ne pas pusher des secrets dans le Git. Ça, c'est extrêmement classique et qui arrive sur la supply chain de manière assez récurrente. L'observabilité en plus de tout ça. Donc faire attention que nos nodes soient bien OK, qu'on n'ait pas de surutilisation de notre node, qu'on n'ait pas des choses qui explosent en fait. Et en plus de ça, rendre ces déploiements un peu plus simples, avec potentiellement soit du GitOps ou de la CI/CD. On a dû se poser la question et se dire, en fait,
ça devient extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit avec ce cluster. Donc pour toutes ces raisons, on se dit que derrière ce projet Mistral, c'est juste un assemblage de toutes ces briques-là qui font en sorte que en termes de complexité, ça explose. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que un pod running, ce n'est que le début. Donc toutes personnes qui ont déjà utilisé Kubernetes connaissent très bien la chanson. Vous lancez sur votre cluster kgetpod, vous avez le Mistral Inference Medium qui est running, donc vous pensez que tout est OK. Et en fait, c'est que le début. L'API n'est pas forcément explosée. Vous ne savez pas si vos GPU sont vraiment utilisés par votre inférence Mistral sur votre pod, par votre pod Mistral. Vous ne savez pas est-ce que le modèle est réellement chargé, est-ce que c'est pas juste un petit bug d'affichage à ce niveau-là. Est-ce que les logs sont disponibles, est-ce que vos tests d'inférence sont bien OK. Normalement, un pod running, c'est complètement différent d'une plateforme IA opérationnelle. Et pour toutes ces raisons-là, on s'est posé la question de comment faire en sorte que tous ces tests-là, de savoir si ma plateforme est opérationnelle, comment les rendre industriels et pour qu'ils tiennent la charge. Alors il faut bien comprendre qu'au début du projet, de ce genre de projet IA, on avait une demande sur 6 mois. Avec le temps, maintenant, on a des demandes extrêmement récurrentes de clients et on a dû faire en sorte de créer un modèle industriel pour faire n'importe quel déploiement de Mistral de manière la plus efficace possible. Donc on a dû vraiment réfléchir à une industrialisation du déploiement de bout en bout et pas uniquement du modèle Mistral, mais de toute la chaîne qui vient autour. Donc du coup de l'observabilité, de la manière de déployer, la manière de faire vos tests, la manière de passer de quelque chose qui va être sur typiquement une plateforme de POC ou de pré-prod à une plateforme de prod. Donc pour toutes ces raisons, on a dû penser à industrialiser cette partie-là. Et ce premier déploiement a été révélateur parce qu'on a pu voir que les configurations manuelles étaient extrêmement importantes. On avait des configurations custom pratiquement partout. On avait une dépendance extrêmement forte entre tous les composants. La validation, comme je l'ai expliqué, était réalisée étape par étape. Vous n'avez aucune automatisation là-dessus. Ça veut dire qu'à chaque fois, un ingénieur doit prendre la partie Mistral, un ingénieur, on va dire, plus data IA, qui va regarder si ça marche vraiment, s'il n'y a pas un truc qui foire, nous communiquer ce qui ne marche pas. Nous, on doit regarder après dans les pods pour savoir est-ce que tout marche bien dans le pod, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les logs des pods. Donc pour tout ça, ça a été extrêmement pénible de industrialiser cette partie-là. On a aussi eu l'accès aux secrets sensibles. Ça, de la même manière, ça a été aussi un problème qu'on a dû gérer de manière à la main. Et ce qu'on a aussi vu, c'est que donner une plateforme comme ça demain avec un cluster RKE2 à un client, c'est absolument pas envisageable. Il y aurait tellement d'allers-retours, ça aurait été complètement fou de faire ça. Du coup, je vais passer sur ce qu'il faut industrialiser. Je vais laisser la parole à Khalid. Alors, mets bien ton micro devant la bouche, Khalid. Ouais. Merci. Et oui, quand on a fait le premier déploiement, on s'est rendu compte que ce dernier-là, il n'est pas un modèle industrialisé. Du coup, on s'est dit, pour améliorer ce dernier, il faut faire quoi exactement? Parce qu'en fait, ce premier, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de livrer une plateforme IA opérationnelle à notre client qui répond à ses besoins. Et le deuxième objectif, c'était de prendre en main cette dernière et comprendre comment les briques fonctionnent ensemble et c'est quoi la complexité derrière. Du coup, en se basant sur ce premier déploiement qui est basé sur Talos et RKE2, on a cité tous les briques qu'on doit industrialiser et standardiser pour rendre ce dernier plus reproductible et tout en pensant à la sécurité, en intégrant la sécurité dès le design. Et du coup là, on va voir le risque si on ne fait pas ça, si on n'industrialise pas le déploiement. Donc si je peux passer à une autre slide. Alors, le risque de ne pas industrialiser. En fait, on a fait le premier déploiement, ça fonctionne, ça répond aux besoins du client, les API répondent. On peut dire que l'objectif était atteint. Donc on peut s'arrêter ici. Mais pour nous, ce n'était pas le cas en fait. Il faut qu'on pense à d'autres clients, à d'autres cas
Parce qu'en fait, on était sûr que en fait, un premier run, ça ne veut pas dire que si on refasse le déploiement d'une manière même à l'identique, ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes résultats. Donc, pour éviter ça, et pour éviter ce qu'on appelle une dette opérationnelle, il faut qu'on fasse, qu'on paramètre l'ensemble du déploiement en commençant par l'infra et en arrivant au chart Helm et en se terminant par la documentation. Du coup, si on veut résumer ce slide-là, la phrase qu'on peut retenir, c'est que chaque étape non formalisée devient une dette opérationnelle. Et donc, pour avoir un modèle industrialisé, on a pensé à OKS comme socle qui va nous aider à atteindre notre objectif. Et là, je vous laisse avec Nassim pour faire la présentation d'OKS. Merci Khalid. Alors tout ça pour dire que ce qu'on a utilisé comme solution, c'est Outscale Kubernetes as a Service. Après avoir fait le déploiement sur RKE2, on a pu se rendre compte qu'en fait les H200 et les GPU étaient maintenant disponibles sur OKS. Et donc on a pu procéder maintenant à faire un changement de paradigme, on va dire, sur le modèle de déploiement qu'on allait utiliser et passer d'un déploiement complètement unitaire à un déploiement complètement automatisé sur OKS qui permettent d'industrialiser complètement la livraison de plateformes IA clé en main, on va dire, pour le client. Donc OKS, c'est vraiment la partie Outscale Kubernetes as a Service. Donc c'est une plateforme PaaS qui permet en quelques minutes d'avoir un cluster. Alors sur ce cluster, vous avez un control plane dédié et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types de worker nodes, avec des worker nodes avec du GPU à l'intérieur. Donc vous pouvez en quelques minutes avoir monté complètement un cluster cube avec tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler avec, dont les nodes GPU, j'ai envie de dire. Et donc c'est possible sur des régions EUST 2 qui ne sont pas qualifiées Secnum Cloud et aussi sur des régions qualifiées Secnum Cloud comme CloudGove 1. Sur cette partie-là, on a pu voir que on va passer d'un premier déploiement qu'on a réussi à faire à une manière d'industrialiser complètement cette partie-là. Ce qu'on a pu voir, c'était les configurations manuelles, la validation à l'œil, l'assemblage de briques RKE2 qui ne permettait pas d'augmenter la capacité et de faire bouger ce dont on avait besoin pour faire de l'IA. Un succès ponctuel, j'ai envie de dire, parce qu'on avait eu ce succès-là une fois, à quelque chose de très standardisé. Des déploiements qui sont paramétrables, un socle managé OKS et une documentation standardisée pour nos clients, ainsi qu'une livraison répétable. Il faut vraiment comprendre que l'objectif, c'était pas de faire une seule livraison une fois, mais de pouvoir déployer à l'identique plusieurs fois. On s'est vraiment rendu compte avec cette partie-là que l'évolution des besoins en IA a tellement explosé, on a tellement eu un pic là-dedans qu'on ne pouvait pas se passer d'industrialisation pour cette partie-là. C'était vraiment ça le leitmotiv de cette présentation et de ce qu'on a pu en déduire. Donc là, je vais laisser Khalid parler un peu plus en détail de comment on a industrialisé. Et ce qu'on a pu industrialiser, ça va parler un petit peu aux gens qui sont un peu techniques peut-être. Alors ça va rester très light, hein. On ne veut pas forcément faire une démonstration technique et sortir une console cube, mais ça va être un peu sur les principes qu'on a identifiés et améliorés. Je te laisse la parole, Khalid. Oui, effectivement. En fait, quand on parle d'industrialisation, plusieurs personnes pensent que l'industrialisation, c'est de l'automatisation. Et ce n'est pas le cas. En fait, on utilise l'automatisation pour améliorer, pour industrialiser. Mais on ne peut pas dire qu'industrialiser, c'est automatiser égal à l'industrialisation. Donc l'industrialisation, ça commence avant, dès le design de l'architecture, dès le design que le client exprime son besoin. Genre, je veux cette plateforme avec tel sizing, accessible depuis cette épée et tout. Donc, tous ces inputs-là nous aident à plus paramétrer notre modèle de déploiement. Et dès qu'on a ces inputs, on essaye de les transformer, de les appliquer avec l'infra as code. On utilise Terraform. C'est vrai, le premier déploiement avec RKE2, on a utilisé Terraform
Mais en fait, il n'y avait pas un module Terraform qui va nous permettre de redéployer cette dernière à l'identique. Du coup, là, sur ce dernier déploiement, on utilise plutôt des modules Terraform pour déployer d'OKS et de toute l'infraréseau et tout ce qui est autour de sécurité. Et après l'infra as code, on passe à la plateforme standardisée. En fait, sur OKS, on a un truc qui s'appelle les node pools. C'est tous les worker nodes. Et donc, ce qu'on a fait, on a essayé de séparer, de développer des modules pour les node pools, pour séparer entre les modules node pool qui supportent les GPU et les modules node pool qui supportent les CPU. Et après, pour les templates Kubernetes, on utilise des Helm charts de Mistral pour déployer toute la suite. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de variabiliser tous les valeurs, les valeurs qui peuvent se transformer en input du client. Et pour terminer, on passe à la validation. Genre après le déploiement de la plateforme, et on a tous les pods sont running, on fait les premiers tests on fait les premiers tests d'inférence pour savoir que les modèles répondent et que notre plateforme est apte. Et dès qu'on a fait ça, on passe au handover pour préparer une documentation d'exploitation. Alors, tu peux passer. Donc pour industrialiser, il faut penser à trois briques. Déjà, isoler la variabilité. On doit isoler ce qui varie entre les clients. Et dès qu'on fait ça, on peut passer à stabiliser le socle. Genre ce qui reste partagé entre tous les clients, genre côté infra ou bien côté node pool ou côté infra réseau. Et après, on passe à encadrer la livraison, genre, au niveau de la sécurité, validation et documentation. Ce qui change, comme on le résume dans le slide, ce qui change d'un client à l'autre est paramétré, le reste est standardisé. Et oui, tu peux passer. Et quand on parle de la standardisation ou bien l'industrialisation, il y a un aspect très intéressant qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit intégrer dès le début, c'est la sécurité. La sécurité ne s'ajoute pas après. Donc, dès le design de la solution, il faut qu'on pense à la sécurité. Sécurité niveau accès, sécurité niveau exposition, sécurité niveau responsabilité. Comment notre plateforme est accessible, dans quel réseau il est accessible, après, qui a le droit d'accéder à la plateforme et va faire quoi en combien de temps. Genre, quand on pose tous ces briques-là, l'industrialisation devenir de plus en plus facile. Et parce que si on oublie la sécurité et on laisse jusqu'à le dernier, ça va être un peu compliqué de l'appliquer. Donc voilà. Là, on passe au next slide. Oui, tu veux passer au next slide. Alors merci Khalid pour cette partie-là. Et ce qu'on avait en plus comme point, c'était prouver qu'une plateforme est prête. Donc là-dessus, on est passé d'une validation d'un cluster Kubernetes d'abord pour voir si tout allait bien, après une validation de la plateforme. Là, on a pu passer directement à une validation de la plateforme pour prouver que tout était OK. Sur cette partie-là, on voit qu'en fait, côté notre infrastructure, le cluster OKS est accessible et nos pools sont disponibles, nos HPU répondent et sont bien visibles. Nos services Mistral sont bien démarrés, donc on peut voir avec toute cette partie-là que nos services Mistral sont bien OK via le site. On peut voir que l'API Gateway est opérationnel. C'était aussi faire en sorte d'avoir des tests standardisés, de ne pas tester un peu à l'aveugle et juste se dire « Ah bah vas-y, on va essayer de cliquer là, on va envoyer une requête au chat et voir si ça répond bien ». Non, il faut bien tester tous les aspects de Mistral AI Studio. Et ça, c'est extrêmement important dans les livraisons et l'industrialisation de livraison d'une plateforme à un client. On ne peut pas juste donner au client en lui disant bah tiens, prends la plateforme et regarde si tout est OK après. On doit vraiment s'assurer nous-mêmes que tout marche correctement. Tous les aspects du produit qui est vendu par nous, du coup, tout marche correctement. Et en plus de ça, on a la partie observabilité qui est extrêmement importante. Le fait d'avoir des dashboards qui permettent de contrôler que tout est OK au niveau de la plateforme. Ça veut dire quoi ça veut dire, demain, imaginons, vous avez une plateforme qui a des ralentissements.
comment on peut savoir à quoi c'est dû si on n'est pas sûr et certain d'avoir une vue exhaustive, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de la plateforme. Voir tout ce qui se passe. Est-ce que vos nodes GPU répondent correctement? Est-ce que vous êtes sur-sizé? Est-ce que vous êtes sous-sizé? Est-ce que vous devez rajouter des nodes GPU là-dessus? Un aspect dont on n'a pas vu forcément la chose avec OKS, c'est qu'on peut très facilement rajouter des nodes GPU sur votre plateforme. On a eu un client qui a témoigné un peu ce matin du secteur public, où on a eu exactement ce use case-là. Ça veut dire ses besoins ont changé au cours du projet. Ils ont eu besoin de rajouter des modèles, de rajouter des GPU dessus. Si on serait passé sur un déploiement RKE2, c'était impossible de travailler avec ça. Ça voulait dire potentiellement plusieurs semaines de livraison pour 2 workers GPU en plus. C'est pas du tout acceptable pour des clients qui ont des deadlines extrêmement courtes. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur un déploiement via un modèle OKS qui nous a permis de répondre extrêmement facilement à cette problématique-là. On passe de plusieurs semaines de délai juste pour rajouter un node GPU à quelques minutes. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous rajoutez votre node, vous le provisionnez, c'est déjà lancé et exploitable par Mistral AI Studio. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on est aussi passé sur la partie OKS, le fait de modulariser complètement votre infra sous-jacente, le fait de pouvoir rajouter un peu comme des briques de Lego, de manière extrêmement facile, plus de nodes GPU, moins de nodes GPU, et grâce à l'observabilité qu'on a ici, de pouvoir voir ce qui se passe et de ne pas être surpris, d'être capable de détecter en avance de phase les problèmes potentiels que vous allez avoir sur votre machine et savoir les résoudre de manière extrêmement facilement et rapidement. Donc comme on voit sur le slide, on a un usage avec les endpoints accessibles, les tests d'inférence réussis et la latence correcte. Et en plus de ça, l'exploitation. Donc là, moi je parle des métriques qu'on a ici. On a aussi la partie log qui est extrêmement importante et qui permet aussi de pouvoir utiliser l'aspect sécurité là-dessus. On peut très bien connecter après les logs qui sont générés par notre plateforme, vu qu'ils sont tous centralisés au même endroit, le connecter sur un SIEM du client, typiquement, qui permet au client d'avoir une vue 360 sur tout ce qui se passe sur sa plateforme IA. Et on sait que comme c'est une technologie qui est assez neuve, ça peut faire peur à certaines personnes. Et le fait de proposer ce genre de choses, ça rassure énormément le client, de dire vos logs, pas de souci, ils sont tous gardés chez nous. Vous pouvez les exporter vers votre SIEM, aucun problème là-dessus. Et tout ça est aussi testé de notre côté. En plus de toutes ces choses-là, on fait des livrables qui permettent aux clients d'être capables de comprendre complètement ce qui se passe sur sa plateforme, de comment l'utiliser, comment faire des tickets, comment, s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre ralentissement, nous notifier là-dessus. Et une documentation prête qui permet de documenter complètement l'utilisation et l'exploitation de cette plateforme. Hop. Alors c'était vraiment l'idée de passer de « ça marche » à « vous pouvez l'exploiter, tenez monsieur le client, voilà pour vous ». On a vraiment sur cette partie-là le fait d'avoir des livrables techniques, le Endpoint API pour Mistral AI Studio, l'accès à la plateforme ou le kubeconfig en fonction de comment est vendue la plateforme, les certificats et secrets identifiés, ça aussi c'est extrêmement important. Khalid l'a parlé juste avant de la sécurité by design, mais c'est vraiment un point essentiel sur ce genre de choses, c'est être capable d'identifier qu'est-ce qui est censé être un secret, qu'est-ce qu'un certificat, comment vous faites des rotations de ces certificats, comment vous les utilisez, comment vous les présentez après aux clients. Et comme on l'avait juste avant, la partie log et métriques qui sont essentielles pour livrer à un client qui est un peu sérieux, on va dire. Parce que très facilement, on oublie sur un projet comme ça le fait que c'est un projet complet, où vous avez des logs à livrer aux clients, vous avez des métriques à leur donner, à leur exploiter, et le fait qu'ils puissent voir ça, c'est extrêmement important. Je vais laisser la parole à Khalid pour parler des livrables d'exploitation. Effectivement. En parallèle des livrables techniques, prenons l'exemple, si on Pardon. Donc, comme je dis, en plus des livrables techniques, prenons l'exemple, si on donne au client un accès au cluster Kubernetes, c'est pas lui qui a fait le déploiement, il va être perdu. Même s'il a de la compétence,
mais s'il n'est pas accompagné, genre, il ne peut pas débugger s'il y a un jour il y a un problème. C'est là où il arrive les livrables d'exploitation. Donc, en plus des livrables techniques, on fournit au client des runbooks s'il veut lui-même refaire le déploiement. Une procédure de diagnostic, bah, vu on essaye de documenter tous les problèmes qu'on a rencontrés lors du déploiement. Et donc, on va fournir ça au client. Comme ça, si demain, lui, il a tombé sur le même problème, il ne va pas être besoin du mec qui a fait le déploiement pour résoudre ce problème. Donc, c'est un point d'escalade. C'est un jour, il va escalader un truc. Et en plus, les limites connues qu'on a rencontrées. Et là, on passe au next slide. Ouais, de plusieurs semaines à quelques minutes. Comme il l'a expliqué Nassim, si je reprends l'exemple de ce qu'on a gagné avec le déploiement industrialisé. Au début, le déploiement, c'était un déploiement basé sur RKE2. Donc, c'est le client qui doit gérer toute la partie control plane en plus de la partie worker plane. Donc, il doit gérer les composantes Kubernetes en plus de ses applications. Avec Kubernetes, avec OKS, Outscale Kubernetes Service, c'est Outscale qui s'occupe de toute la partie control plane. Et du coup, le client il va s'occuper que de l'applicatif. Et aussi, vu les livrables qu'on fait avec un déploiement industrialisé, il n'y aura plus une dépendance aux experts parce que tout est documenté. Les paramètres sont cadrés, les templates ils sont utilisables, le déploiement il est utilisable. Du coup, le client il peut lui-même refaire le déploiement et avoir le même résultat que ce qu'il fait. Je vais laisser maintenant faire la parole. Ouais, c'est vraiment ça ce qu'on voulait vraiment avoir dans ces déploiements industrialisés, c'est le fait que, je pense, le point le plus important qu'on a pu voir là-dessus, c'est les paramètres dispersés. C'est que quand vous faites un déploiement un peu en mode POC, vous avez des paramètres partout. Et une des premières actions qu'on a faites, nous, c'était vraiment de savoir, est-ce que ça c'est un paramètre important? Est-ce qu'on veut qu'il se bouge en fonction du client qu'on va avoir? Est-ce qu'on veut que ce paramètre soit caché? Est-ce qu'on veut que ce soit un secret? Donc ça, rien que l'identification de ces paramètres, ça a été un énorme boulot pour nous qui a été préempte à l'industrialisation complète de cette partie-là. Donc c'était vraiment en plus, comme l'a dit Khalid, une demande de marché qui nous a fait passer d'une livraison assez basique, assez simple, à un modèle industrialisé. Alors est-ce que ça veut passer? Ouais. Du coup là c'est vraiment le vrai cap sur Mistral. Et comment on est passé de cette livraison RKE2 via les retours de terrain qui nous ont permis d'apprendre et de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, à un déploiement sur OKS standardisé, sécurisé et reproductible. C'était vraiment ça le cœur de notre projet, c'était pas de déployer Mistral une fois, c'était de pouvoir en redéployer partout et pour tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous demande si vous avez des questions suite à cela.